Alors bonsoir et bienvenue à ce webinaire. Je peux voir que vous êtes venus nombreux, c'est bien. Et aujourd'hui, je vais vous parler de culpabilité. Alors, je suis quasi certain que rien qu'en voyant le titre de ce webinaire, il y en a qui se sont dit « oui, je me sens presque coupable de devoir le voir parce qu'il y a des choses qu'il vaut mieux pas savoir ». Et il y a quelque chose de très important, c'est que on a une tendance à traiter toute culpabilité de la même façon. C'est-à-dire qu'on se sent coupable, point. Et puis du coup, on va réagir toujours pareil à la culpabilité et on va s'excuser, on va se justifier, on va ruminer, enfin bref, il va se passer plein de trucs. Et ça, c'est quelque chose qu'on va répéter ad vitam aeternam, quelle que soit la culpabilité. Mais en fin de compte, et là est le truc, en fin de compte, c'est que, il y a culpabilité et culpabilité. En fin de compte, il existe 4 types de culpabilité. Et chacun de ces types de culpabilité demande des réactions différentes et c'est pas la même chose. Cyril Malka, sans divan. Sans divan. Cyril Malka, sans divan. Et si on traite une culpabilité authentique et une culpabilité manipulée de la même façon, vous allez vous épuiser, vous n'allez jamais pouvoir gérer la situation, et puis vous allez vous épuiser pour rien en fin de compte. Donc, ce dont il va s'agir surtout dans ce webinaire, ça va être déjà de savoir de quelle culpabilité, quelles sont les 4 formes de culpabilité, comment les reconnaître, comment les démêler, et puis, bien entendu, surtout comment on va y réagir de façon adaptée, parce que le but, c'est pas de ne jamais se sentir coupable, mais le but, c'est de savoir quand votre culpabilité, elle est justifiée, elle est logique et normale, et quand elle ne l'est pas, et quand on est en train d'essayer de vous mener en bateau, et que le bateau coule. Alors, la culpabilité authentique, c'est donc celle qui est justifiée. C'est celle où vous avez vraiment fait du tort à quelqu'un, ça arrive. Vous avez dit quelque chose de blessant, c'est sorti tout seul, ou vous avez manqué à votre parole, vous avez oublié quelque chose d'important, qui était important pour l'autre en tout cas. Bref, il y a un acte concret, il y a quelque chose qui est vérifiable, et cet acte a fait du mal. L'idée de vivre sa vie sans faire du mal à personne, c'est totalement débile, ça n'existe pas. On a tous fait du mal à quelqu'un et on va tous faire du mal à quelqu'un, encore et encore, c'est des choses qui arrivent et puis c'est tout. Et cette culpabilité, elle a 3 caractéristiques très claires. La première caractéristique, ça va être qu'elle est proportionnée à l'acte. C'est-à-dire que si vous avez oublié d'appeler votre mère pour son anniversaire, vous vous sentez mal, mais vous n'allez pas vous effondrer pendant 3 semaines en pensant que vous êtes la pire fille du monde ou le pire fils du monde. La culpabilité doit correspondre à la gravité de ce que vous avez fait. Tout n'est pas une catastrophe. Deuxième caractéristique, elle va être basée sur des faits vérifiables. Pas sur des interprétations, pas sur des peut-être, pas sur des si. Mais tu t'imagines si ceci et cela s'est arrivé. Oui, mais c'est pas arrivé. Donc, c'est basé sur des faits et vous avez dit par exemple que vous allez l'appeler et vous ne l'avez pas fait. C'est un fait, c'est clair, c'est vrai, c'est une connerie, c'est mal. Troisième caractéristique, elle mène à une réparation possible. C'est-à-dire que vous pouvez faire quelque chose. Alors, il y a des fois où on ne peut pas tout réparer, c'est un fait, il y a des choses qui ne sont pas réparables, mais on peut appeler, on peut s'excuser, on peut se rattraper. Il y a une porte de sortie, ce n'est pas une culpabilité sans fin, où quoi que vous fassiez, en fin de compte, c'est jamais assez, c'est jamais suffisant. C'est comme si ça revenait toujours sur le tapis. C'est pas ça la culpabilité. Donc là, vous avez ces 3 caractéristiques qui vous font reconnaître une vraie culpabilité. Maintenant, comment on va réagir à ça ? Première étape, reconnaître son tort. Il n'y a pas besoin de se flageller pendant des heures parce que ceci a été fait. C'est vrai, c'est une erreur. C'est vrai, c'est une grosse erreur éventuellement. C'est vrai, j'ai oublié. C'est vrai, c'était important. C'est vrai, ça t'a fait de la peine. Oui, c'est une erreur. Deuxième étape,
si c'est approprié, vous vous excusez. Et alors, attention, hein, s'excuser, c'est pas se justifier pendant 20 minutes. C'est dire je suis désolé d'avoir oublié cet anniversaire, je suis désolé de ne pas t'avoir appelé ou de ne pas être venu à l'heure quand je savais que j'allais venir. Franchement, je suis très désolé. C'est pas je suis désolé, mais tu sais, j'avais beaucoup de choses à faire, et puis j'ai machin, et j'ai travaillé. Non, ça c'est une justification, c'est pas une excuse. Donc, des excuses, et puis un point, c'est tout. Troisième étape, si c'est possible, réparer. Alors, ce n'est pas toujours possible, hein. Il y a des erreurs qui ne peuvent pas être réparées. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais, si possible, réparer ce que vous pouvez réparer. Vous rappelez, vous proposez de vous voir à un autre moment. Alors, pas je vais... écoutez, je te donnerai 2 cadeaux l'année prochaine. Non, vous faites quelque chose quand même d'un peu plus sérieux. Mais quelque chose qui montre que c'est sérieux. Oui, vous avez reconnu votre erreur et vous la réparez. Et quatrième étape, et ça, il y a beaucoup de gens qui la sautent, surtout dans le monde narcissique d'ailleurs, c'est d'apprendre et d'évoluer. C'est-à-dire que vous allez, cas échéant, vous mettez un rappel dans votre agenda, un mail, je ne sais pas, vous faites ce que vous voulez, mais vous faites en sorte que cela ne se reproduise pas. C'est un fait, on peut tous commettre des erreurs, l'erreur est humaine, mais la persévérance est diabolique. Si vous continuez à faire la même erreur, c'est plus une erreur, c'est une habitude. Donc, l'erreur, vous avez le devoir d'apprendre de cette erreur pour ne pas la refaire à tous les coups. Et puis voilà, c'est tout. Et la culpabilité authentique, donc, elle vous aide à grandir, elle vous aide à vous développer. C'est celle qui vous dit, attends, là, t'as déconné, tu répares, tu fais mieux la prochaine fois. Et puis voilà, quoi. Après, la porte est close et c'est fait. Et le problème, c'est donc que beaucoup de gens, et peut-être vous aussi, confondent cette culpabilité avec la culpabilité des autres types. Et donc, elles vont traiter tous les types de culpabilité comme si c'était des culpabilités authentiques. Elles vont s'excuser pour des choses qu'elles n'ont pas fait. Elles vont réparer des torts imaginaires. Et puis, elles vont s'épuiser, en fin de compte, à satisfaire des demandes totalement impossibles. C'est donc important et c'est pour ça qu'on va voir maintenant les autres types de culpabilité. Et c'est pour ça que j'ai pris l'authentique en premier. Parce que généralement, ça va toujours être plus ou moins quelque chose de l'authentique qu'on va utiliser, même quand on est, par exemple, dans ce cas-là, manipulé. Alors la culpabilité manipulée, au quotidien, c'est celle qui vous coûte assez cher. Ça coûte très cher au quotidien. Et la culpabilité manipulée, c'est quand quelqu'un vous fait vous sentir coupable pour obtenir quelque chose de vous. C'est tout. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a un but derrière, l'autre veut que vous fassiez quelque chose, ou que vous cédiez, ou que vous changiez d'avis, que vous vous excusiez, etc. Enfin bref, l'autre a un but bien précis, et il va utiliser la culpabilité comme un outil. Alors, il y a plusieurs techniques qui sont les plus courantes. Là, j'en ai pris 5, mais c'est pas une liste exhaustive, hein, mais ça va être les plus courantes. Alors, le plus classique, c'est « après tout ce que j'ai fait pour toi ». Ça va être un ami, ça va être dans le couple, ça va être un parent. Vous entendez la phrase et boum, vous êtes coupable. Parce que oui, c'est vrai, cette personne, elle a fait des choses pour vous, mais c'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose pour vous que vous devez être reconnaissante le reste de votre vie. Si votre mère vous dit, après tout ce que j'ai fait pour toi, maintenant tu veux pas venir déjeuner le dimanche, elle est en train de vous manipuler. Allez. Ah, mais tu sais que j'aime pas déjeuner tout seul le dimanche, surtout depuis la mort de papa. Oh là là. C'est pas votre boulot. La deuxième technique, ça c'est aussi utilisé par les partenaires et par les enfants, etc., de la famille, c'est si tu m'aimais vraiment, tu ferais ou tu ne ferais pas ceci ou cela. Alors celle-là, elle est vicieuse, hein, parce que généralement, c'est quand on a dit non à quelque chose, et on va essayer de transformer votre refus en une preuve, entre guillemets, que vous n'aimez pas la personne. Vous ne voulez pas prêter votre bagnole ? Ah ben c'est parce que vous n'aimez pas votre sœur. C'est pratique. Votre limite devient une question d'amour, en quelque sorte. En gros, si tu m'aimais vraiment, tu n'aurais pas de limite. Pour moi, en tout cas. Pas mal, ça, il faudrait que je m'en souvienne. Et donc, du coup, vous cédez
pour prouver, entre guillemets, encore une fois, que vous aimez, parce que c'est insupportable d'être accusé de ce genre de choses. Troisième technique, ça c'est le soupir lourd suivi d'un long silence. Bon, d'accord. Ok, je comprends. Je sais, je t'ai toujours dérangé, je sais. C'est vrai. Bon, bah c'est comme ça. Bah bon, écoute, tu veux pas... Je vais pas en faire tout à plat. Hein. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, là? Et donc, vous, automatiquement, vous devenez méchant, vous devenez la personne qui... Vous avez dit non, vous avez un cœur de pierre, vous avez posé une limite, vous avez pensé à vous. C'est absolument horrible. Et ça, c'est pas mal, hein, parce que c'est généralement une façon de vous faire culpabiliser sans dire un mot, hein, ou seulement quelques mots bien placés, et boum, c'est parti tout seul. Ça, c'est merveilleux. Et donc, la victimisation stratégique, quatrième technique, c'est « Oh, tu me fais de la peine, ça me fait mal au cœur. » Ah non, c'est de l'autre côté. Tu me fais mal au cœur. Enfin, franchement, ça me fait mal là. Et là, vous êtes vraiment... La personne est la victime. Tu me blesses dans mon amour, etc. Alors, on peut faire des combinaisons. Hein. Après tout ce que j'ai fait pour toi, voilà comment tu me traites, voilà comment est-ce que tu me blesses au cœur. Voilà. Là, on a une combinaison des trois. C'est pas mal non plus. Cinquième technique, ça va être le chantage émotionnel, pur et simple. Bon, bah écoute, si tu viens pas, je sais ce que je vais faire. Je sais pas ce que je vais faire, plutôt. Excuse-moi. Ça me rend malade, ça me rend malade. Là, c'est direct. La personne va se sentir mal physiquement et elle vous fait porter le chapeau, en quelque sorte. Parce qu'elle a du mal à gérer ses émotions, parce qu'elle a du mal à gérer sa vie émotionnelle, parce qu'elle va devoir prendre un Xanax, et ben c'est de votre faute. Alors, comment on peut reconnaître que vous êtes face à une culpabilité manipulée? Premier indice, vous vous sentez coupable, mais en fin de compte, vous ne savez pas vraiment pourquoi. Vous n'arrivez pas vraiment à identifier ce que vous avez fait de mal. Alors ouais, vous avez peut-être dit non, mais enfin, c'est quand même beaucoup. C'est un peu flou. Vous avez juste cette sensation lourde dans le ventre. Alors écoutez votre physique. Hein. Très souvent, on n'écoute pas suffisamment son physique, mais on a cette sensation de lourdeur ou cette boule dans la gorge ou dans le ventre, etc. Quand on essaye de mettre le doigt dessus, c'est un petit peu comme s'il y avait quelque chose qui vous échappe, quelque chose de concret qui vous échappe. Il n'y a rien de concret. Alors oui, il y a de concret que vous avez dit non ou que vous avez oublié quelque chose, etc. Mais c'est comme s'il y avait il y avait quelque chose d'autre, de plus général. Deuxième indice, c'est répétitif. Généralement, ce n'est pas la première fois que ça arrive, et croyez-moi, ça ne va pas être la dernière. À chaque fois que vous posez une limite avec cette personne, ça se termine exactement de la même façon. Vous finissez par céder pour avoir la paix. Troisième indice, et ça c'est un indice très important, souvenez-vous-en, c'est que vous ne pouvez jamais réparer assez. Même quand vous faites ce que l'autre vous demande, il y aura toujours quelque chose de nouveau, il y aura toujours un autre reproche, ça va revenir. Tu te souviens la fois où tu n'as pas, tu te souviens la fois où... C'est un petit peu comme si vous ne pouvez jamais réparer assez, vous ne pouvez jamais vous excuser assez, comme si vos excuses, ou alors vos excuses ne sont pas vraiment acceptées, même si la personne vous dit qu'elles le sont. Et quatrième indice, ça c'est vraiment à regarder de très très près, et qui va être il y a un but précis. Vous pouvez trouver que si quand cette culpabilité elle apparaît, l'autre obtient quelque chose. Vous changez vos plans, vous prêtez de l'argent, vous renoncez à ce que vous deviez faire, ou vous faites quelque chose que vous ne vouliez pas faire. Enfin bref, il y a un gain pour l'autre. Vous voyez, c'est pas juste comme ça, quelque chose qui se produit. Oui, il y a les accusations injustifiées qui vous poussent à vous justifier. Elles ne vous poussent pas à vous justifier. Il y a les accusations injustifiées, vous réfutez les accusations, mais ne vous justifiez pas, vous n'en finirez jamais. Et ça, d'ailleurs, on va y arriver dans un instant. Alors, première chose, justement, et la plus importante, ne pas se justifier. Alors, je sais que celles d'entre vous qui ont suivi d'autres de mes webinaires sur les limites, sur dire non, etc., ils m'ont entendu le dire plusieurs fois. Ne vous justifiez pas. Ne vous justifiez pas. De toute façon, vous allez vous justifier à l'infini contre ce genre de choses. Vous n'allez jamais en finir. Et en plus, vous leur donnez des munitions.
à chaque explication que vous allez donner, ça va être retourné contre vous. Pensez à ces films américains où les gens lisent leurs droits une fois que quelqu'un est arrêté par la police. Le flic leur dit « Tout ce que vous dites pourra et sera utilisé contre vous ». C'est exactement cette méthode qui est utilisée. « Ah bon, tu as du travail ?»« Ben, tu sais, moi aussi, j'ai du travail. Il n'y a pas que toi qui travaille. » Etc., etc., etc. Mais toi, tu trouves toujours le temps pour toi, au moins. Ah ben, j'espère que tu vas bien t'amuser. Voilà. Donc, de toute façon, ne vous justifiez jamais. D'accord ? Il n'y a pas besoin de justification. Une réponse courte, non, c'est pas possible ce week-end. Éventuellement, je suis désolé, je peux pas ce week-end. Point à la ligne. Pas, non, parce que j'ai prévu de voir machin, j'ai prévu de voir truc, je suis fatigué, etc. De toute façon, ça marchera pas. Deuxième stratégie, reconnaissez la tentative de manipulation, mais vous n'y cédez pas. Vous pouvez même le dire ouvertement, hein, si vous le sentez. Écoute, je vois bien que tu es déçu, mais ma réponse reste la même. Ça, j'en ai parlé également dans le webinaire sur dire non. Vous reconnaissez l'émotion de l'autre sans pour autant changer votre position. Oui, je comprends que tu sois désolé, que je ne puisse pas faire ceci et cela avec toi, mais j'ai d'autres plans, point à la ligne. Et puis c'est tout. Troisième stratégie, sortez de la conversation si nécessaire. Si l'autre continue à insister, à soupirer, vous culpabiliser, blablabla, vous avez le droit de partir, vous avez le droit de raccrocher, vous avez le droit de dire « bon, écoute, j'ai dit non, je ne vais pas continuer cette discussion, ça mène à rien ». Vous partez, vous raccrochez, vous quittez la pièce, c'est votre droit. Vous n'êtes pas obligé d'être la cible de différentes récriminations. Donc, la culpabilité manipulée, elle ne mérite pas votre énergie. N'utilisez jamais votre énergie à la culpabilité manipulée. Vous n'obtiendrez absolument rien. Absolument rien, rien, rien. Puis, vous avez la culpabilité familiale. Alors, celle-là, elle est particulière parce qu'elle vient de l'intérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui vous culpabilise dans le moment présent. C'est vous qui le portez en vous, qui portaient un ou plusieurs, généralement plusieurs messages de culpabilité. Pour la plupart, ils vont dater de votre enfance ou de votre jeunesse, enfin du passé. Ça va être la culpabilité familiale, ça va être les messages que vous avez intériorisés quand vous étiez enfant et relativement jeune. Et c'est des messages qui vous ont été répétés, hein, encore et encore. Puis aujourd'hui, c'est vous qui prenez la relève, c'est vous qui vous les répétez. C'est devenu votre voix intérieure. Et maintenant, des années plus tard, même si la personne qui vous disait ces choses-là, elle n'est plus là, eh ben, vous continuez à vous les dire vous-même. Alors, ça peut être de la famille, hein, mais ça peut être des profs, ça peut être... c'est quelque chose, c'est les voix du passé, en quelque sorte. Alors, tu me déçois, c'est l'un des exemples les plus communs. Alors, ce n'est pas forcément ces mots exacts que vous avez entendus, mais c'était le message. Le message était clair. Vous ne faisiez pas assez bien, vos notes n'étaient pas assez bonnes, votre comportement n'était pas assez parfait, votre comportement était mauvais, vos choix n'étaient pas conformes à ce qu'on attendait de vous, blablabla, blablabla, blablabla. Donc, vous avez déçu. En gros, c'est le message qui a été donné. Ça, c'est le message le plus classique. Regarde ce que tu me fais faire. Ça, c'est le deuxième exemple très utilisé. C'est le message qui vous a appris que vous étiez responsable des sensations, des émotions et même des réactions des autres. Si papa criait, c'était de votre faute parce que vous avez fait du bruit. Si maman était triste, c'était de votre faute parce que vous n'avez pas été assez gentil, vous avez fait de la peine à votre maman. Et aujourd'hui, en gros, vous vous sentez responsable des émotions de tout le monde. Je me souviens que très souvent, ma mère, après m'avoir tabassé, qu'elle était absolument épuisée, et après, elle me le reprochait. « Regarde comment tu as été méchant, tu m'as forcé à être comme ça. » En gros, c'est bien, c'est pratique. La personne se dédouane et c'est vous la coupable. Et donc, de cette façon, vous intériorisez le message. Donc, les standards impossibles à atteindre, vous devez être la meilleure à l'école, vous deviez être le plus sage, le plus serviable, le plus ceci, le plus cela, etc. Tout le temps, sans jamais faillir. Et puis, comme tout le monde est faillible, vous avez failli des fois, donc ça vous est retombé dessus et vous étiez coupable. Et donc, aujourd'hui, on s'épuise à essayer d'être parfait dans tous les domaines de la vie. Et puis, voilà. Donc ça, c'est la culpabilité familiale. Et elle a des caractéristiques que vous pouvez reconnaître. Il y a 3 grosses caractéristiques. La première, c'est que c'est
automatique. C'est presque un réflexe. Vous pensez à faire quelque chose, il suffit de le penser. Pensez à faire quelque chose, boum, la culpabilité arrive. Ou vous pensez à pas faire quelque chose, boum, la culpabilité arrive. C'est égoïste. Vous pensez à dire non, non, tu vas décevoir, il faut pas, tu vas faire de la peine, tu n'as pas le droit, blablabla, blablabla, blablabla. Vous ne réfléchissez même pas. Cette phrase, elle va être si rapide que ça va être presque du tac au tac. Deuxième caractéristique, donc, elle se déclenche même en l'absence de la personne. Vous êtes seul chez vous, vous pensez à annuler un rendez-vous parce que vous êtes fatigué, et boum, vous vous sentez coupable. Il n'y a personne qui vous dit rien. Il n'y a personne qui est là pour vous culpabiliser. Mais la voix, elle est là. Elle est dans votre tête. Et donc, troisième caractéristique, c'est une voix intérieure, critique, constante ou quasi constante. Cette petite voix, moi, généralement, je l'appelle le lutin, et très souvent, je l'appelle Adolphe. Voilà. Juste, voilà. Cette voix, elle ne vous lâche pas. Elle va commenter tout ce que vous faites. Ah bah t'aurais pu faire mieux. Oh là là, qu'est-ce que t'es paresseux. Oh mais tu penses qu'à toi. Oh mais t'es pas assez, etc. Alors, quelques exemples très, très typiques. Je suis égoïste si je pense à moi. Alors, bon, ça ne va pas être formulé comme ça, on est bien d'accord. Là, je vous le donne de façon rationnelle. Vous voulez prendre une journée pour vous reposer, coupable. Vous voulez dire non à une demande, coupable. Parce que dans votre tête, à partir du moment où vous voulez penser, notez bien, pas faire, mais penser à vos propres besoins, c'est déjà être égoïste. Et puis, c'est mal, bien entendu. Et puis, vous avez « je dois faire plus ». Oui, vous avez travaillé toute la journée, mais au lieu de vous reposer le soir, vous culpabilisez parce que vous auriez pu faire ceci, vous auriez pu faire ça. Ah, j'ai pas eu le temps de faire ça, il aurait fallu que je fasse ça, etc. Vous auriez pu rester plus tard, vous auriez pu faire mieux, etc. Rien n'est jamais assez parfait, en quelque sorte. Vous faites rien de bien. Je ne mérite pas d'être heureux, ça, c'est une qui est très, très, très typique et très, très vicieuse, d'ailleurs. Dès que quelque chose de bien vous arrive, vous trouvez le moyen de vous sentir coupable et certains d'entre vous vont même aller jusqu'à le saboter parce que je ne le mérite pas. Il y a des gens qui en ont plus besoin que moi, je devrais me contenter de ce que j'ai, blablabla, blablabla, blablabla. Enfin, plein de conneries. Alors, pour désamorcer ça, il y a plusieurs choses. Première étape, vous identifiez votre Adolphe. Quand vous vous sentez coupable, demandez-vous, ah, mais c'est qui parle? C'est moi aujourd'hui, moi adulte, avec mes valeurs, avec ma voix, ou c'est la voix d'Adolphe, donc mon père, ma mère, l'enfant que j'étais, qui avait peur de décevoir, etc., etc. Le plus souvent, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas vraiment votre voix à vous, c'est une voix du passé. Deuxième étape, vous questionnez le message. Est-ce que c'est vrai? Vraiment vrai? Prouvez-le. Est-ce que c'est vrai? Je ne vous dis pas est-ce que vous ressentez que c'est vrai, est-ce qu'on vous a dit que c'est vrai? Non, est-ce que c'est vrai? Faites-le passer au travers de questions scientifiques. Pouvez-vous le prouver? Est-ce que penser à soi, c'est être égoïste? Est-ce que si un bon ami de vous qui vous disait « Oh là là, j'ai pas le temps de faire ceci, j'ai pas le temps de faire cela et pourtant j'ai besoin de ça », est-ce que vous lui direz « Écoute, continue à bosser parce que ça serait égoïste de penser à toi ?» Oh, vous n'allez pas lui dire ça. Alors pourquoi vous, ça serait différent? Est-ce que dire non, c'est vraiment décevoir? Oui, ça peut arriver, mais c'est pas pour ça que vous le faites. Vous vous dites pas, tiens, il a besoin de ça, je vais lui dire non, comme ça, je vais bien le décevoir, ça va bien le faire chier. Mais non, c'est pas le but. Donc, questionnez ce message, et est-ce que c'est quelque chose de véridique ou est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a appris pour vous garder sous contrôle et que éventuellement on utilise toujours pour vous garder sous contrôle, bien entendu. Troisième étape, vous remplacez ça par des pensées rationnelles. La méthode Malka, papier-crayon, et vous remplacez ça par, au lieu de dire « je suis égoïste », j'ai besoin de temps pour moi parce que prendre soin de moi, ça me permet d'être plus présent pour les autres, éventuellement. Parce qu'on ne peut pas verser d'une tasse qui est vide. Si je ne fais pas attention à moi, si je suis épuisé, de toute façon, je serai utile à personne. Donc, de toute façon,
Au lieu de je déçois toujours, bah oui, je fais de mon mieux avec ce que j'ai et des fois je me trompe, hein, pourquoi pas, ça arrive. Et puis alors là, bah, c'était le mieux que je pouvais et puis c'était bien, pourquoi pas. Et au lieu de bah, je mérite pas le bonheur, bah, je sais pas pourquoi, vous avez le droit d'être heureux comme tout le monde, il n'y a pas de, enfin, que je sache, il n'y a pas de loi anti mettez votre prénom là qui dit que mettez votre prénom là n'a pas le droit d'être heureux, etc. Alors attention, hein, avertissement. Ça se fait pas en un jour. Hein. Vous avez ces messages dans la tête depuis 10, 15, 20, 30, 40 ans, 50 ans. Ça va pas se renverser comme ça du jour au lendemain. Ça va être un travail qu'il va falloir faire et ça va vous prendre un peu de temps. Mais à chaque fois que vous identifiez cette voie, plutôt que de la subir, questionnez-la et combattez-la et remplacez-la et reprenez du pouvoir sur vous. La troisième forme de culpabilité, c'est la culpabilité sociale. Alors, la culpabilité sociale, elle vient de l'extérieur. Elle ne vient pas d'une personne en particulier, comme ça, générale, mais elle vient un petit peu de tout le monde. C'est la pression de groupe, c'est les attentes sociales, c'est les normes culturelles, c'est les on devrait, c'est les il faut pas que, une bonne personne ferait ça, une mauvaise personne ne fait pas ça, etc., etc., etc. Oui, c'est du boulot d'identifier cette... Déjà, il faut l'identifier. Il ne faut pas la désidentifier, la voix. Il faut l'identifier et après, il faut la remplacer, en quelque sorte. Et cette culpabilité, elle est insidieuse parce qu'elle est un peu partout. Hein. Vous l'avez dans les médias, vous l'avez dans les conversations, vous l'avez dans le regard des autres. Et elle vous dit comment vous devez vivre votre vie pour être acceptable aux yeux de tel ou tel groupe, aux yeux de la société. Alors, il y a quelques exemples très concrets. Hein. Alors, je ne veux pas aller dans la politique, donc on va rester dans le psychologique. Mais vous allez, par exemple, avoir une bonne mère doit, ou une bonne mère ne doit pas. Ça dépend, ça se trouve dans les deux versions. Et ça, toutes les femmes qui ont été mères ou qui sont mères la connaissent. Une bonne mère doit allaiter, ou elle ne doit pas allaiter, ça dépend de la mode. Une bonne mère doit être présente à chaque événement scolaire. Une bonne mère doit cuisiner un repas fait maison. Une bonne mère ne doit jamais crier. Une bonne mère doit sacrifier sa carrière. Une bonne mère doit... Voilà. Je suppose que vous pouvez continuer la liste à l'infini. D'ailleurs, elle est infinie. Et si vous ne cochez pas toutes les cases, eh ben, vous êtes une mauvaise mère et vous allez culpabiliser. Et maintenant, je vais vous donner un truc. Vous ne pouvez jamais cocher toutes les cases. Vous ne pourrez jamais cocher toutes les cases, de toute façon. Le deuxième exemple qui est relativement aussi très utilisé, ça va être un homme, ça pleure pas. Les hommes aussi, ils ont leur lot de culpabilité sociale. Il ne faut pas croire que c'est seulement les femmes. Un homme doit être fort, il ne montre pas ses émotions, il doit gagner plus d'argent que sa compagne, il doit savoir bricoler, il doit savoir réparer, il doit savoir prendre des décisions importantes, etc. Je me souviens, mon beau-père, à l'époque, au Danemark, quand il a su que sa fille allait épouser un psy, lui, il était jardinier, paysagiste, il faisait à peu près tout de ses mains. Un mec comme ça, mais ça ne s'est pas bricolé, etc. Donc il a été très content quand il a vu que j'avais posé un mur dans la maison, machin, etc. Alors, ça va. Donc c'était un bon homme. Voilà, il suffisait de savoir monter un mur pour être un homme. Voilà. Donc si vous ne rentrez pas dans ce moule, vous n'êtes pas un homme, c'est tout. Un homme fort et une femme doit être douce et fermer sa gueule. Ouais. Remarquez, la deuxième partie, ce serait pas mal. Hein. Ce serait pas mal. Ça n'a jamais marché avec moi, je ne sais pas pourquoi. Bon, là, après, il y a la famille avant tout. Alors celle-là, ça va dépendre des cultures, mais elle peut être très très forte dans certaines cultures ou dans certaines familles. Vous devez toujours être disponible pour votre famille. Vous devez toujours mettre vos parents, votre frère, votre sœur, blablabla, avant vos propres besoins, la grand-mère, ce que vous voulez, et couper les ponts avec un membre de la famille toxique, niet. Si vous le faites, vous êtes un monstre, vous avez un cœur de pierre et vous allez culpabiliser. Puis vous avez, par exemple, aussi la pression de groupe. Vous avez vos amis qui sortent tous les week-ends et vous avez besoin de rester chez vous pour recharger les batteries et vous culpabilisez parce que tout le monde sort, tout le monde entre guillemets, s'amuse. J'aime bien quand les gens me disent justement « les gens ». Oui, mais les gens sont méchants ou les gens sont comme si, les gens, c'est qui les gens ?
Moi, je suis les gens. Vous êtes les gens. Tout le monde est les gens. Donc, comment est-ce qu'on reconnaît cette culpabilité sociale? Il y a 3 indices importants. Premier indice, ça commence souvent par... C'est mignon un monstre, me dit Marianne. Ça commence souvent par « on devrait »,« tu devrais »,« il faut pas »,« on ne devrait pas », etc. Vous noterez que c'est pas « je veux ». C'est « on devrait »,« tu devrais ». Vous dites pas « je pense que c'est important », mais c'est « il faut faire ceci ou cela », il ne faut pas faire ceci et cela. La formulation en elle-même, écoutez le langage, écoutez tout simplement ce qui est dit, ce qui est écrit, c'est la formulation, elle vient de l'extérieur. Il faudrait, c'est pas vous, c'est il, c'est les gens. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Et donc, deuxième indice, justement, c'est basé sur ce que les gens pensent. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Donc, en fin de compte, vous êtes en train de vivre votre vie en fonction du regard imaginaire d'un public qui, la plupart du temps, n'en a absolument rien à faire de ce que vous faites et de ce que vous ne faites pas. D'accord? Comme je l'ai dit un jour à une cliente, bah écoutez, dansez, de toute façon, personne ne vous regarde, tout le monde regarde leur téléphone. Qu'est-ce que vous faites pour ce que les gens vont dire? De toute façon, les gens, ils vont dire ce qu'ils veulent. Et troisième indice, généralement, c'est ce principe de culpabilité sociale, eh ben c'est bizarrement, c'est jamais aligné, ou très rarement aligné avec vos vraies valeurs, à vous. Quand vous creusez, et quand vous vous demandez, mais est-ce que c'est ce que je pense vraiment? Ben vous vous rendez compte que c'est même pas en accord avec ce que vous voulez. C'est en accord avec ce qu'on attend de vous. Mais vous n'êtes pas responsable des attentes des autres. Déjà, c'est déjà suffisamment compliqué d'être responsable des conneries qu'on fait. Si en plus de ça, on doit être responsable des attentes des autres, mais on n'en a pas fini. Ah bah oui, bah si un tel ou un tel attend ceci ou cela de vous, bah c'est son problème, c'est pas le vôtre. Donc, pour se libérer de cette culpabilité sociale, il y a 2 étapes relativement simples. Alors attention, simple, pas facile. Donc déjà, vous identifiez vos vraies valeurs, à vous. Vos valeurs, au contraire des attentes externes. Qu'est-ce qui est important pour vous? Pas pour votre mère, pas pour la société, pas pour vos amis, pas pour les gens, mais pour vous. Je me souviens à l'époque, ma première ex-femme, alors elle n'était pas mon ex-femme à l'époque, elle était ma femme, mais bon. Quand notre fils est né, toutes ses sœurs, au Danemark, elles allaitaient. Ses sœurs, elles allaitaient, etc. Et Yann, c'était son nom, elle allaitait, mais elle n'avait pas de lait. Tout. Et il y avait cette pression que, non mais il faut allaiter, toutes les femmes ont du lait. Oui, toutes les femmes ont du lait, elle n'en avait pas. Voilà, c'est tout. Et donc, il y avait cette pression. Et Yann, elle ne savait plus quoi faire. Et je me souviens qu'à l'époque, je lui avais dit, écoute, Yann, moi, je trouve qu'on devrait lui donner le biberon à ce gamin, mais si tu as des doutes, imagine-toi, si tu étais sur une île déserte, sans personne pour te dire quoi faire, qu'est-ce que tu ferais? Ce que tu choisiras, c'est le bon choix. Et c'est une méthode que j'utilise toujours aujourd'hui, pour moi et pour les autres, que je conseille aux autres. Si vous avez des doutes, imaginez-vous, vous êtes sur une île déserte, il n'y a personne pour vous dire quoi que ce soit. Quel serait votre choix? Qu'est-ce que vous feriez alors? Qu'est-ce qui vous ressemblerait? Qu'est-ce qui serait vous? Voilà. Ce choix, c'est le bon choix. Deuxième étape, alors je sais que, je vous en prie Eva, c'est une méthode qui a fait ses preuves depuis longtemps. Franchement, ça marche. Deuxième étape, et ça c'est important, accepter qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est impossible. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, il y aura toujours quelqu'un pour la critiquer. Vous allaitez, vous êtes trop fusionnel. Vous donnez le biberon, vous êtes une mauvaise mère. Vous travaillez, vous négligez vos enfants. Vous restez à la maison, vous gâchez votre potentiel. Bref,
Croyez-moi, ça fait plus de 35 ans que je fais ce boulot. Vous ne pouvez pas gagner. Il y aura toujours un psy qui va vous dire ce que vous faites de mal. On prend n'importe quelle situation, on la renverse. Je vous mets au défi de prendre un psy. À ce jeu-là, vous allez perdre. Donc, de toute façon, vous acceptez qu'il y a des gens qui vont trouver que vous êtes ceci, vous êtes cela. Eh bien, qu'ils le trouvent. Très bien. Et la dernière chose, c'est, OK, maintenant qu'on a vu ces 4 types de culpabilité, c'est comment savoir dans la situation, parce que généralement ça se passe vite, à quel type vous avez affaire. Parce que c'est bien beau de connaître toute cette théorie, mais au moment où vous vous sentez coupable, comment est-ce que vous faites pour démêler ça? Donc, je vais vous donner 5 questions simples qui vont vous permettre d'identifier le type de culpabilité que vous ressentez. Première question que vous allez vous poser, prenez des notes, il y aura un terreau. Ai-je réellement fait du tort à quelqu'un? Alors attention, hein, encore une fois, je parle de fait, je ne parle pas d'émotion. Je ne vous dis pas est-ce que l'autre est triste, mais est-ce que j'ai fait quelque chose de concret qui a causé un préjudice réel? Par exemple, vous avez oublié l'anniversaire d'un ami, oui, c'est un fait. Vous aviez dit que vous viendrez à un rendez-vous, vous n'êtes pas venu, vous n'avez pas prévenu, oui, c'est un fait. Vous avez dit quelque chose de blessant dans un moment de colère, oui, c'est un fait. Mais si vous dites non à une demande et que l'autre est déçu, non, ce n'est pas un tort, ce n'est pas un fait. Si vous posez une limite et que l'autre est en colère parce que vous avez posé une limite, non, ce n'est pas un tort, ce n'est pas un fait. Leur émotion, c'est leur problème. Hein. S'ils ont du mal à gérer leurs émotions, dites-leur que vous connaissez un bon psy et puis envoyez-les-moi. C'est pas, leur émotion, ce n'est pas la preuve que vous avez fait quelque chose de mal. Ce n'est pas une preuve, ce n'est pas un fait. Si la réponse est oui, donc, oui, c'est un fait, j'ai réellement causé du tort à quelqu'un, bon, OK. Donc, c'est probablement une culpabilité authentique, vous passez à la réparation, etc. Si la réponse est non, vous passez à la question suivante. Et la question suivante, ça va être, est-ce que quelqu'un cherche à obtenir quelque chose de moi? Regardez le contexte. Est-ce que la culpabilité apparaît dans un moment où l'autre veut que vous fassiez quelque chose ou que vous ne fassiez pas quelque chose? Est-ce que l'autre a un but très précis? Est-ce que votre mère vous appelle en vous disant « écoute, je ne veux pas te déranger, mais… » Et elle termine par vous demander un service. Est-ce que votre collègue, il soupire lourdement quand vous lui dites que vous ne pouvez pas prendre sa garde ce week-end? Est-ce que votre partenaire vous fait la gueule jusqu'à ce que vous changiez d'avis? Donc en gros, si la culpabilité que vous ressentez, elle sert de but pour quelqu'un d'autre, si elle apparaît systématiquement quand l'autre veut quelque chose, ça, c'est de la manipulation, c'est la culpabilité manipulée. Troisième question, est-ce que c'est Adolphe qui parle? C'est-à-dire, est-ce que c'est une voix de mon enfance qui est en train de me parler? Fermez les yeux, une seconde ou deux, et écoutez cette voix qui vous dit que vous êtes coupable. C'est qui parle? Est-ce que c'est vous, adulte, avec vos valeurs d'aujourd'hui? Ou est-ce que c'est la voix de votre père, de votre mère, de votre grand-mère, de votre petit copain, etc., etc. T'es égoïste. Qui disait ça quand vous étiez plus jeune? Tu déçois toujours. Qui vous faisait vous sentir comme ça? Tu ne penses jamais aux autres. Qui vous accusait de ça? Si cette culpabilité, elle a une voix du passé, si elle ressemble un peu beaucoup à ce qu'on vous disait quand vous étiez enfant et plus jeune, c'est de la culpabilité familiale. Ce sont des messages intériorisés qui continuent à tourner en boucle et vous savez maintenant comment les gérer. Quatrième question, est-ce que j'essaie de correspondre à une attente sociale? C'est-à-dire, est-ce que cette culpabilité, elle vient de ce que les gens pensent? Est-ce que c'est parce qu'on fait comme ça? Est-ce que c'est parce que c'est une bonne personne qui devrait faire ça, une bonne mère, une bonne père, un bon homme, une bonne femme? Bref. Vous culpabilisez de ne pas vouloir d'enfants parce que tout le monde a des enfants? Vous culpabilisez parce que vous voulez changer de carrière à 45 ans parce qu'on ne le fait pas à cet âge-là? Vous culpabilisez de mettre vos parents en maison de retraite parce que la famille, ça se garde à la maison?
Si votre culpabilité est basée sur ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qu'on devrait, sur le regard des autres, c'est de la culpabilité sociale. Et cinquième question, et de là est la plus importante, celle-là je la veux gravée dans votre esprit à jamais, et c'est: est-ce que cette culpabilité me pousse à grandir ou à me soumettre? C'est extrêmement important, c'est la plus importante question que vous devez vous poser. La culpabilité authentique va vous faire rendre meilleur quand vous vous êtes excusé, quand vous avez appris. Le nombre de personnes qui ont appris de leurs erreurs, mais c'est immense. On apprend tous de nos erreurs. Vous apprenez très rarement des choses qui se passent bien dans votre vie, vous apprenez plus souvent de vos erreurs et vous ne les recommettez pas. Si cela vous pousse à devenir meilleur, si ça vous rend meilleur, si ça vous fait apprendre quelque chose, si vous pouvez faire mieux, si vous pouvez réparer, si vous pouvez apprendre, si vous pouvez grandir, c'est bon, c'est de la culpabilité authentique. Toutes les autres culpabilités que je vous ai citées vous poussent à vous soumettre, à obéir, à vous écraser, à renoncer à vos limites, à vous oublier vous-même, et elles ne vous font pas grandir. Elles vous rapetissent, elles vous annihilent. Donc, demandez-vous, si je suis cette culpabilité, donc si je suis ce qu'elle me dit, est-ce que je vais devenir une meilleure personne ou est-ce que je vais juste céder à une pression et être comme un tel veut ou ne veut pas que je le sois? Et avec ces 5 questions, et surtout la dernière, vous pouvez démêler n'importe quelle situation de culpabilité. Donc, en gros, pour résumer un petit peu tout ça, face à la culpabilité authentique, vous réparez, vous apprenez. Face à la culpabilité manipulée, surtout, vous ne vous justifiez pas, vous posez des limites. C'est l'autre qui essaie de vous contrôler par la culpabilité. Votre travail, c'est de ne pas entrer dans le jeu. Pas de justification, souvenez-vous bien. Je sais qu'il y a beaucoup de choses où je vous ai dit, vous vous souvenez bien, mais il y a beaucoup de choses importantes. Vous voyez, je ne dis pas que des conneries. Et donc, si l'autre insiste, vous sortez de la conversation, vous vous barrez, vous arrêtez tout. Bon, écoute, j'ai dit non, je ne vais pas continuer à discuter de ça. Un point, c'est tout, on n'en parle plus. Face à la culpabilité familiale, vous identifiez les messages et vous les remplacez. Vous questionnez le message, vous identifiez la voix, etc. Et puis, face à la culpabilité sociale, c'est revenir à vos vraies valeurs à vous. D'accord ? Vous acceptez que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, que ce que vous pensez vraiment, c'est comme ceci ou c'est comme cela. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui ne vont pas aimer. C'est tout, il y en a pour tout le monde, hein. Heureusement encore. Et puis voilà. Donc, voilà, apprendre à démêler tout ça, ça va être de reprendre le pouvoir sur votre vie, et puis c'est arrêter de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, que vous ne voulez pas faire. C'est arrêter de céder à des personnes qui vous manipulent, de faire des choses qui ne vous appartiennent pas. Et puis, c'est vous donner le droit d'être vous-même, en fin de compte, avec vos limites, vos choix, etc. Et puis, tout ça, ça change tout, ça change beaucoup de choses. Donc, merci d'être venu. Et si vous voulez que je parle d'un sujet spécial dans un prochain webinaire, il ne faut pas hésiter de m'écrire un petit mail à cyril@malka.fr. Et puis, demandez, et puis je verrai ce que je peux faire pour vous. Mais sans ça, on se revoit le mois prochain pour un autre webinaire. Au revoir. Cyril Malka, sans divan. Cyril Malka, sans divan. Sans divan. Cyril Malka. Cyril Malka, sans divan.